La République centrafricaine est un pays dont on ne parle jamais, y compris d'ailleurs dans le dessous des cartes. Ce pays, depuis son indépendance, a connu une succession de coups d'État, une succession de mutineries militaires. Cet État contrôle mal son territoire, pas du tout ses frontières extérieures, provoquant ainsi une catastrophe humanitaire. Eh bien, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi. La République centrafricaine porte bien son nom. Ce pays est au cœur du continent africain, à cheval sur plusieurs zones climatiques, ce que l'on repère bien sur la carte, 3 de ces zones traversant le pays. Au nord, on trouve un climat tropical, donc une végétation de savane sèche. Au centre, le climat tropical humide favorise le développement d'une savane arborée. Et à l'extrême sud, le climat équatorial permet la présence d'une forêt dense. Rapprochons-nous de ce pays. La République centrafricaine est riche en eau, elle dispose d'un vaste réseau hydrographique, ce qui favorise la pêche et l'agriculture sur la quasi-totalité du territoire. Le bois est exploité au sud. Le pays dispose aussi de ressources minières comme de l'or, du cuivre, du fer, de l'uranium et bien sûr des diamants, car lorsqu'on évoque les ressources de la République centrafricaine, ce sont surtout les diamants qui retiennent l'attention. Si nous poursuivons notre fiche pays, sur le plan administratif, l'État se divise en 17 préfectures. Le français et le sango sont les 2 langues officielles, même si l'on compte une soixantaine d'autres langues, et la capitale est Bangui, au sud du pays, sur la rive droite du fleuve Ubangi, qui fait frontière avec la République démocratique du Congo. Alors justement, qui sont les voisins? Le pays est entouré par la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Tchad, le Soudan et le tout nouvel État du Soudan du Sud. Le pays est donc enclavé, et du fait de cet enclavement, la République centrafricaine a souvent été vue par ses voisins comme une sorte de prolongement des marges de ces États, rendant le contrôle de ses frontières tout à fait aléatoire. Alors un petit rappel historique va nous aider à en comprendre les raisons. La plupart des populations qui vivent aujourd'hui en République centrafricaine s'y sont établies dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, fuyant les violences des commerçants arabes marchands d'esclaves. Au XIXe siècle, ces populations vont être directement victimes de la traite des Noirs, notamment en pays Banda, confrontées aux expéditions arabes du Bahr el-Ghazal. À ces exactions esclavagistes succède celle de la colonisation, car après la découverte du cours inférieur du fleuve Ubangi par des explorateurs belges en 1884, les territoires de part et d'autre du fleuve sont partagés entre la Belgique et la France. En 1889, les Français établissent un premier poste à Bangui et administrent la région, qui prend alors le nom d'Ubangi-Chari. L'Ubangi-Chari devient une colonie française en 1903, puis elle est rattachée en 1910 à l'Afrique équatoriale française, une sorte de fédération regroupant l'ensemble des colonies françaises de la région. Problèmes sanitaires, malnutrition, travaux forcés, notamment au tournant des années 30, lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan, la colonisation de l'Ubangi-Chari est certainement l'une des plus violentes qu'ait connue le continent africain. Après la Seconde Guerre mondiale, un prêtre, originaire du sud du pays, Barthélemy Boganda, devient le principal homme politique de l'Ubangi-Chari. Il est élu député à l'Assemblée nationale française en 1946, puis maire de Bangui 10 ans plus tard, et il devient en 1957 le premier président africain du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française. Un an plus tard, le 13 août 1960, la République centrafricaine proclame son indépendance et David Dacko, avec l'appui de Paris, devient le premier président du pays. S'ensuit une longue période d'instabilité et de coups d'État menés sous le regard du voisin tchadien, des autorités politiques françaises à Paris et des militaires français restés dans le pays. Alors pour ne s'en tenir qu'au changement de président, il faut tout de même savoir que le 31 décembre 1965, un coup d'État conduit au pouvoir un ancien capitaine de l'armée française du nom de Jean Bédel Bokassa. En 1972, Bokassa se fait proclamer président à vie, puis empereur en 1977. Entre-temps, il met en place une concentration absolue du pouvoir, monopolise des pans entiers de l'économie et fait éliminer toutes les personnalités qui tentent de s'opposer à lui. En 1979, alors que Bokassa est à Tripoli, des révoltes scolaires se soldent par le massacre de nombreux élèves. Bokassa
est destitué avec le concours des militaires français et l'ancien président David Dacko revient au pouvoir. En 1981, un nouveau coup d'État militaire porte le général André Kolingba à la tête du pays, puis en 1993, Ange-Félix Patassé, l'ancien Premier ministre de Bokassa, est élu président. Pendant les 10 années de son mandat, le pays connaît 3 mutineries, 4 tentatives de coup d'État qui ont parfois conduit à l'intervention de l'armée française. Et tout comme son prédécesseur, il confond intérêt privé et gestion publique et crée même sa propre compagnie d'exploitation des diamants. En 2003, nouveau coup d'État. Ange-Félix Patassé est renversé par son ancien chef d'état-major, le général François Bozizé. Ce dernier est élu président de la République en 2005, fonction qu'il occupe toujours aujourd'hui. Donc on le mesure par ce bref résumé. Instabilité politique, corruption, la République centrafricaine est dans l'incapacité de garantir la sécurité de ses citoyens. Sur les routes, la population est confrontée à ceux qu'on appelle les coupeurs de route. Ces gangs armés, souvent constitués de combattants démobilisés, n'ont pas de revendications politiques. Ils pratiquent le vol, la prise d'otages ou le meurtre dans le seul but d'assurer leur subsistance. Et si maintenant on superpose à cette carte les zones de violence identifiées par les Nations Unies en janvier 2012, on voit que ces coupeurs de route ne sont pas les seuls impliqués. Plusieurs groupes politico-militaires s'affrontent dans le pays pour des mobiles ethniques, politiques et pour le contrôle des richesses, comme par exemple les mines de diamants. Car à l'instabilité interne s'ajoutent les instabilités régionales. Conflits au Tchad ou dans la région du Darfour, partition du Sud-Soudan, tensions en République démocratique du Congo. Tous ces éléments régionaux font que le pays a souvent servi de base de repli aux mouvements armés venant des États voisins. Aujourd'hui, l'Est du pays est confronté aux exactions de l'Armée de résistance du Seigneur, un mouvement de rébellion originaire d'Ouganda. Regardez cette carte. L'Armée de résistance du Seigneur est née en 1987 au nord de l'Ouganda. Son fondateur, Joseph Kony, entend renverser le pouvoir en place et créer un État fondé sur les 10 commandements de la Bible. Pendant plus de 10 ans, les milices de Kony font régner la terreur. Massacres, pillages, amputation des mains, des oreilles ou des lèvres. Son armée pratique aussi à grande échelle l'enlèvement d'enfants. Garçons et fillettes sont enrôlés de force et contraints sous peine de mort à commettre les pires exactions, et les fillettes sont par ailleurs assujetties à un véritable esclavage sexuel. À partir de 2008, l'armée de résistance du Seigneur intensifie ses attaques et les porte jusqu'en République centrafricaine. Un site internet, LRA Crisis Tracker, collecte en permanence les données provenant du HCR ou de diverses ONG présentes sur le terrain. Vous voyez ici une de leurs cartes interactives. Elle est très utile car elle montre les zones affectées par les exactions et ici leur localisation depuis 2009. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Fin février 2012, une vidéo publiée sur Internet dénonce les massacres de l'armée de résistance du Seigneur et en un mois, elle est visionnée par plus de 100 millions d'internautes. Le 23 mars 2012, donc un mois plus tard, l'Union africaine annonce le déploiement d'une force multinationale de 5000 hommes, composée de soldats ougandais, sud-soudanais, congolais et centrafricains. Leur mission semble claire, mais elle est délicate quand on sait que des enfants soldats constituent une grande partie de l'armée de Joseph Kony. Au niveau du pays, toutes ces violences, qu'elles soient le fait de mouvements internes ou externes au pays, entraînent le déplacement des populations. En 2011, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies recensait 95 000 déplacés internes et près de 153 000 ayant fui vers les pays voisins.